l'histoire de ce qui se passe là-bas, ça n'a pas commencé le 22, ni le 24 février, ni en mars 2021, mais c'est beaucoup plus profond. Alors pour ça, il faut aller voir aussi qu'il faut rentrer en contact avec les Russes. En Suisse, on a une communauté russe, une communauté russophone de 20 000 personnes à peu près. À mon avis, ils sont déjà un peu moins parce que beaucoup sont partis. Parce qu'on leur a vraiment rendu la vie impossible ici en Suisse. Et qu'on parle avec eux et qu'on se met à leur place, on réalise que pour eux, et c'est pour ça qu'ils ne perdront pas la guerre, parce que pour eux, ils sont dans une situation de survie. Nous, ça nous semble improbable, mais oui, ils se sentent réellement agressés, ils se sentent réellement menacés. Les 20 dernières années, on a entouré la Russie, on s'est à chaque fois plus rapproché de la Russie, et on a préparé tous les pays limitrophes à une guerre contre la Russie. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis allé voir les camps de la mort à Auschwitz-Birkenau en Pologne. C'est l'armée rouge qui les a libérés en janvier 1945. Tous les mois de janvier, on fait la... Alors, c'est pas une cérémonie, mais oui, une cérémonie en fait. On fait de la commémoration. Les seuls qui ne sont pas invités, c'est les Russes. Depuis 20 ans, chaque fois qu'on a pu les humilier, on les a humiliés. On a vécu une chose horrible en matière de crime organisé. C'est même pas du terrorisme, c'est du crime organisé qui s'appelle l'État islamique. Les seuls qui finalement nous en ont débarrassés, ce sont les Russes. En Syrie et en Irak. Donc. En Syrie et en Irak, ils ont payé le prix pour ça. Non seulement on ne leur a pas dit merci, mais on a continué à les humilier. On continue tout le temps à les humilier. Pour eux, si on se met à leur place, ils sont en train de lutter, ils sont en train de mener une lutte de survie. C'est le plus grand pays du monde, 8 fuseaux horaires, 40% de toutes les matières premières du monde. Ils ont vu comment les euro-atlantistes organisent facilement des coups d'État, des renversements de régime, des agressions armées dans des pays sans aucune résolution de l'ONU. L'OTAN n'est plus du tout une alliance défensive, c'est une alliance qui est offensive, qui travaille surtout pour le lobby industriel militaire américain. Si on se met à leur place, avec un pays si grand, si convoité, si riche en matières premières, avec une population de 160 millions d'habitants, qui sont constamment humiliés sur la scène internationale, et que le potentiel adversaire se rapproche chaque fois plus, jusqu'à aller installer des missiles et des ogives sous les balcons du Kremlin, on ne peut que comprendre qu'à un moment donné, vous savez, vous acculez le chien, vous acculez le faux, vous acculez le chien, à un moment donné, il est mort. Il n'a pas d'autre échappatoire. On ne leur a pas laissé d'échappatoire. Donc c'est pour ça que je suis très critique sur le traitement médiatique, parce qu'il n'y a aucune nuance. Il n'y a aucune nuance. Encore une fois, c'est blanc, c'est noir, c'est méchant. Alors c'est gentil. Donc on parlait justement de ces mouvements... on parlait de ces mouvements néo-nazis qui sont en Ukraine. Ça fait des années que ça existe. Juste encore pour la petite histoire, la Cour des comptes de l'Union européenne a publié un rapport très intéressant. C'est un rapport qui fait 80 pages. Ça dépend dans quelle langue il est traduit. Il est traduit dans 23 langues, donc on le trouve sur Internet. C'est un rapport sur la très haute corruption du régime de Kiev. C'est la Cour des comptes de l'Union européenne. Donc ça, c'était avant la guerre. Ça, c'est en septembre 2021. Il y a j'avais pris avec moi cette sénatrice française qui interpelle le 10 juin 21 et qui tire la sonnette d'alarme et qui dit comment, à Kiev, en plein Kiev, les groupes néo-nazis diffusent la culture de la... En fait, ils sont même suprémacistes et ils cultivent. Donc, ils diffusent la culture de la race pure, la race blanche. Ils endoctrinent les jeunes, ils tatouent les jeunes, ils entraînent les jeunes au montage de la Kalachnikov. Ça c'est en juin 2021, en plein centre de Kiev. Donc, comment aussi tous ces groupes, ces mouvances paramilitaires, qui ont tous le même discours, qui sont extrêmement racistes, même qui ont une haine. Donc, par exemple, donc à propos, alors il y a des propos qui étaient relatés par des gens du régiment d'Azov. Ils disaient, le nègre le plus ultra, alors ça serait de se faire un nègre.
Un noir, donc une personne de couleur. Ce sont des propos qui viennent de ces gens-là. Ces gens-là, avant le début de l'agression russe, puisque c'est une agression russe, on les a évalués à 35 000. Formés, armés par les Canadiens, les Anglais et les États-Unis. 35 000. Et ils dépendent organiquement, directement du ministère de l'Intérieur à Kiev. On voit dans une caserne suisse un jeune qui a le malheur de faire le salut nazi ou une croix gammée, ça fait la une des journaux durant une semaine. Il y a réellement en Ukraine une culture du néonazisme ou de l'ukronazisme ou de comme on voudra, suprémaciste, raciste, qui est présente, qui est omniprésente. Ce sont des gens qu'on retrouve dans les sphères du pouvoir. Et là, personne n'a rien dit ici. Quand la révolution commence à gronder, on se débarrasse des révolutionnaires en les envoyant s'entretuer à la guerre. Première guerre mondiale, c'est une guerre de classe. Première guerre mondiale, 14-18, c'est une guerre de classe où les bourgeois envoient les jeunes révolutionnaires qui voulaient l'impôt sur le revenu, c'était le début du communisme, c'était le début des idées socialistes, c'était le début de recherche d'émancipation par la jeunesse. Les vieux bourgeois ont envoyé les jeunes Français et Allemands s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi, hein, des millions de morts. Pour l'instant, nous n'avons pas le moyen d'empêcher les dominants de nous jeter dans la guerre. Et là, on voit que Macron, il nous jette dans la guerre. Il nous tire par les cheveux, il va nous jeter dans la guerre contre notre intérêt, contre notre volonté, même si on est violemment contre la guerre, il nous tire par les cheveux dans la guerre. Parce que nous n'avons pas le moyen de résister. Dans une constitution d'origine citoyenne, nous dirions « pas de guerre sans référendum ». Et vous pouvez l'écrire comme ça, il n'y a pas besoin de l'écrire en termes juridiques. Vous pouvez l'écrire « pas de guerre sans référendum ». Deuxième alinéa. Ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller la faire, et pas à l'arrière, au front, là où on meurt. Pas de guerre sans référendum. Donc tu votes oui, tu votes non. Si tu as voté oui, il faut que tu ailles la faire. Tu ne peux pas te planquer, tu ne peux pas payer un remplaçant, tu ne peux pas dire c'est les militaires de métier. Non, c'est toi qui vas la faire. Ça, on peut l'écrire dans la Constitution. Vous allez voir qu'il y aura moins de guerre. Parce que là, les parlementaires, ils votent la guerre, mais ils ne vont pas la faire. Et ils votent d'autant plus volontiers qu'ils s'en foutent puisqu'ils ne vont pas la faire. Alors que vous, dans la Constitution, si vous voulez éviter la guerre, vous pouvez dire, pas de guerre sans référendum, ceux qui ont voté oui vont la faire, et tous les 3 mois, on revote, les survivants revotent pour voir s'ils veulent toujours continuer. Tous les 3 mois. Pas 6 mois, pas 1 an. Tous les 3 mois, on vérifie que ceux qui ont survécu à la guerre, puisque ceux qui ont voté oui sont partis la faire, il y en a une partie qui est morte, et puis l'autre partie, est-ce qu'ils veulent toujours la faire? Vous allez voir que les guerres, il y en aura moins, et elles dureront moins. J'ai l'impression que le moment européen est passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a raté cette grande opportunité au début des années 90. On aurait toujours eu une dernière chance de le faire si on avait voulu sérieusement appliquer les accords de Minsk à propos de l'Ukraine. Donc peut-être rappeler ce que c'est que ces accords de Minsk. Les accords, c'est important. Pourquoi? Ces accords de Minsk prévoyaient, signés entre les républiques du Donbass et l'Ukraine sous l'égide de la Russie, de la France et de l'Allemagne, qui en étaient les garants, qui sont entrés dans le droit international puisque les Nations Unies, l'Assemblée des Nations Unies les a validés, devait prévoir une fédéralisation de l'Ukraine, le respect des minorités ukrainiennes et notamment des langues ukrainiennes qui ont été bafouées par ce gouvernement qui est arrivé au pouvoir en 2014 avec Poroshenko et Zelensky, qui a encore aggravé la situation avec les lois qu'il a fait passer depuis qu'il a accédé, de lois qui proscrivent le russe, enfin je passe sur les détails. Donc ces accords de Minsk n'ont jamais été appliqués et normalement ils auraient dû l'être. Angela Merkel a dit que les accords de Minsk, qu'elle avait signé les accords de Minsk en 2015, non pas pour arriver à une paix et à une Ukraine fédérale, respectueuse des minorités et tout ça, pas du tout, mais c'était pour gagner du temps, pour que l'Ukraine ait le temps de s'armer, pour faire la guerre contre la Russie et récupérer la Crimée. Non, mais c'est un scandale. Personne, j'ai vu tout petite citation
dans notre presse, mais rien du tout comparé au déluge d'articles pro-atlantistes qu'on voit tous les jours. Mais quand on constate ça, ça veut dire que dès le départ, les Européens voulaient, au fond, tordre les Russes, tromper, pour faire la guerre. C'est ça que ça veut dire. Armer l'Ukraine pour qu'elle puisse... Il faut voir le vrai sens des mots de ce que ça signifie. Ça voulait dire que l'Europe encourageait la guerre qui se passe maintenant. Donc ça donne tout à fait raison, si on est conséquent avec ça, à Poutine d'avoir pris les devants en attaquant. Du coup, ça légitime la guerre que les Russes ont déclenchée en février. Mais c'est aussi quelque chose d'inouï. Et je ne comprends pas qu'en Europe, personne se scandalise de ce type de choses. Mais dans le passé, il y a toujours eu des manifestations. Par exemple, la gauche, complètement silencieuse. La gauche, normalement, elle n'est pas militariste. Elle devient plus militariste. Les Verts sont plus militaristes que les militaristes. Ils sont plus militaristes que le chef d'état-major américain, le général Milley. Le général Milley, il y a une quinzaine de jours, disait « Ah, ce serait peut-être quand même bien qu'on lance des négociations en Ukraine. » Non, la gauche allemande, récemment, Madame Baerbock dit « Il faut encore plus d'armes. » Madame von der Leyen aussi, encore plus. Non, on va soutenir encore. Il faut que... Non, mais c'est... Écoutez vos généraux, voilà. Ils sont peut-être moins insensés que vous. Voilà ce qu'on a envie de dire aux gouvernants des États et de la Commission européenne aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire, selon vous, pour rétablir une situation de paix entre l'Ukraine, du coup les pays aussi européens et la Russie? Il faudrait quand même revenir à la table de négociation. Alors maintenant, quand on dit ça, quand on est en faveur de la paix, on passe pour un traître, c'est le monde à l'envers. Hein. Et un pro-russe. Et un pro-russe, enfin, etc. J'en passe. Tous les qualificatifs les plus abominables vous sont adressés dès qu'on prononce le mot paix ou le mot négociation. Pourtant, un jour, il faudra bien y arriver. Parce que je ne crois pas beaucoup à des évolutions sur le terrain. Je pense que les Russes n'abandonneront absolument pas. Il faudra tuer 150 millions de Russes pour que l'Ukraine récupère la Crimée. Donc c'est juste, pour moi, exclu. Et quels pourraient être, selon vous, les termes de ces négociations? On les connaît, c'est de revenir grosso modo à ce qu'étaient les accords de Minsk. Cette guerre aurait pu être évitée. Ça veut dire quoi? Si on aurait pu éviter on avait appliqué ces accords. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est que l'Ukraine redevienne non pas un abcès entre l'Europe et la Russie, mais ça redevienne un pont, une passerelle, une sorte de Suisse. Donc ça veut dire neutre, ça veut dire pas de base militaire américaine en Ukraine, pas de missiles américains en Ukraine, ni d'ailleurs en Estonie et en Pologne, comme ça avait été d'ailleurs promis à Gorbatchev. Pourquoi? Parce que ça met en cause, ça met en danger, mais ça c'est un autre problème qu'on va peut-être pas aborder maintenant, mais l'équilibre nucléaire mondial. Mais c'est encore un autre problème, ça devra faire partie des négociations, toute cette situation nucléaire et ces bases militaires avec ces missiles nucléaires. Non seulement en Ukraine, mais aussi dans la périphérie proche de la Russie. C'est aussi un élément de négociation, précisément. C'est évidemment une fédéralisation de l'Ukraine, qui n'a jamais voulu être faite par les néo-nazis et les extrémistes nationalistes ukrainiens de l'Ouest. Qui ont pris le pouvoir en 2014. Qui ont pris le pouvoir, qui ont pénétré tous les rouages de l'État ukrainien. Alors on dit il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine. Ils sont là. Si vous regardez les tatouages, ils ont pénétré tous les rouages de l'État ukrainien. On ne les voit pas, mais ils sont là. Et c'est eux qui donnent le là. Hein. À la fois aussi sur le plan militaire, avec les bataillons de représailles, et dans les rouages de l'État. Mais peu importe. Donc si on revient à sur quoi devrait porter une négociation, on va dire. Fédéralisation, neutralité, base militaire, au fond c'est une nouvelle architecture de sécurité européenne, celle que j'évoquais, qu'on n'a pas réussi à faire, pour donner à la Russie des garanties dont elle a besoin et qui sont légitimes et reconnues d'ailleurs dans la charte
des Nations Unies. Et puis, naturellement aussi, pas de représailles contre la minorité russophone. À peu près 40% de russophones encore en Ukraine. Cette minorité, qui est quand même une très grosse minorité, ne doit pas subir de sévices ou de comment on dit, de stigmatisation. Discrimination. Elle doit pouvoir parler sa langue. Ça doit être une langue officielle ukrainienne. Je rappelle quand même que les russophones n'ont pas le droit de s'exprimer en russe dans les administrations, même s'ils ne savent pas l'ukrainien. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le russe dans toutes les administrations, les écoles, les commerces, etc. C'est-à-dire que le russe n'est plus reconnu comme langue officielle. Non, plus du tout, et même comme langue parlable, enfin, de locution quotidienne, autre que la famille, quoi. Donc, dans un pays, je dis, dont 80% de la population parle d'ailleurs le russe.